tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à la vidéo de la semaine dernière sur la foire aux questions spéciale 1000 abonnés de la chaîne. Vous avez été très nombreux à la regarder et aussi très nombreux à la commenter. Donc, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Et je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité et vos petits mots toujours aussi bienveillants et gentils. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 romans, de lecture audio, de lecture papier, que j'ai fait pendant les 2 dernières semaines, hein, la semaine dernière et la semaine d'avant. C'est du varié, c'est du très varié, comme d'habitude. Il y a du mitigé, il y a du bon, et il y a du même très bon. Et puis voilà. Sympa l'intro, hein, ça commence bien cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Donc on va commencer tout de suite par le premier livre audio dont je voulais vous parler. Il s'agit des Ombres d'Adélaïde. C'est pas facile à dire. Les Ombres d'Adélaïde Hills de Kate Morton, publié aux éditions Charleston. Alors c'est mon premier roman de l'autrice. J'en avais entendu beaucoup parler sur différentes chaînes et ben j'avais jamais tenté. Du coup, quand je l'ai vu en audio, dispo en audio, je me suis dit, bon, ça va être le meilleur moyen pour voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas. J'aime bien, avec les livres audio, tester certains auteurs, certains romans qui me font pas spécialement peur, mais dont j'ai des doutes que je ne sais pas si ça va me plaire ou pas. Donc, du coup, je me dis qu'en audio, si ça passe, c'est que, voilà, c'est que je vais aimer et que ça va bien se passer. C'est donc ce qui s'est produit avec les Ombres d'Adélaïde Hills. Pas simple à dire, hein, franchement. Essayez de vous le dire sans bafouiller et on en discutera. Bref, donc ici, on se retrouve avec Jessica, qui est une jeune femme qui vit à Londres. Elle a moultes activités, elle est très active, elle a des amis, un bon boulot. Jusqu'au jour où un coup de téléphone va chambouler sa vie. On l'appelle pour la prévenir que sa grand-mère a fait une chute chez elle et qu'elle se retrouve à l'hôpital et qu'il faudrait qu'elle vienne assez rapidement pour se porter à son chevet. Le souci, c'est que sa grand-mère habite en Australie. Donc, elle se dit, retourner en Australie alors qu'elle l'a quitté l'Australie. Bref. Mais comme c'est sa grand-mère qui l'a élevée, sa grand-mère est vraiment son socle, le phare dans la nuit, enfin bref, c'est vraiment la personne la plus importante au monde pour elle. Donc, elle va prendre le premier avion pour se rendre en Australie, au chevet de sa grand-mère. Et elle va retourner dans la maison où elle a grandi. Et dans cette maison, elle va un petit peu profiter de l'absence de sa grand-mère pour aller fouiner dans les pièces où elle n'avait pas le droit d'aller quand elle était petite parce que sa grand-mère lui interdisait, et elle va tomber sur un certain journal qui va lui expliquer, qui va lui raconter qu'il s'est passé un drame quelques années, enfin plusieurs décennies auparavant, et un drame qui a eu lieu dans la famille de sa grand-mère. Et elle va essayer d'en savoir plus sur ce drame qui a eu des conséquences, qui pour elle, il lui semble qu'il y a eu des conséquences extrêmement dévastatrices dans cette famille. Ce drame se déroule en 1959, en Australie donc, où on va découvrir les corps sans vie par un très chaud après-midi au bord d'une rivière des membres d'une même famille, la mère et les enfants, la mère et ses 3 enfants. Et cette découverte va profondément ébranler le village, enfin la petite ville où a eu lieu ces morts. Et on va très vite apprendre que cette femme, la femme qui est décédée ce jour-là, était la belle-sœur de la grand-mère de Jess. Et au fur et à mesure, on va découvrir quelle était l'ambiance de l'époque, quel était l'état d'esprit de cette femme de l'époque,
pendant très longtemps, on a imaginé que cette femme s'était suicidée et avait emporté avec elle ses enfants dans la tombe. Elle a été marquée au fer rouge malgré par-delà la mort, et ce qui a été un très très grand cataclysme dans la vie de la grand-mère de Jess. Donc on va suivre tout ça, on va suivre l'évolution de Jess, et on va aussi découvrir pourquoi c'est sa grand-mère qui l'a éduquée et non sa mère. Parce qu'on découvre aussi très rapidement que sa mère est toujours vivante, mais qu'elle ne l'a pas élevée. Et de fil en aiguille, on va découvrir que ce qui s'est passé il y a 40 ans a de nombreuses répercussions sur le présent. Je me suis vraiment laissée porter par la plume de Kate Morton. Elle m'a beaucoup fait penser à la plume de Lucinda Riley dans la façon qu'elle a de nous transporter dans d'autres pays. Avec Lucinda Riley, j'ai lu le premier tome des 7 sœurs dont la majeure partie de l'intrigue se déroulait au Brésil. Et franchement, grâce à leur plume, on était vraiment transportés sur les lieux. Et la plume de Kate Morton a cette similitude avec celle de Lucinda Riley, de nous transporter dans ce pays, les grands espaces, le bush australien, la chaleur écrasante. J'ai beaucoup aimé également tous les personnages secondaires qui ont une aura dans ce roman. Je dirais même que les personnages secondaires ont même plus de place, ont même une place prépondérante par rapport aux personnages principaux. C'est eux qui donnent le corps au récit. C'est eux qui racontent ce qui s'est passé, en fait, par-delà leur voix. Et on en apprend vraiment beaucoup sur l'ambiance de l'époque, de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Bon, je me suis un petit peu doutée de ce qui allait se passer, du comment, du pourquoi. En revanche, elle m'a bien bluffée sur les tout derniers chapitres. C'était vraiment voilà, ce petit twist là à la fin là auquel tu t'y attends pas et qui remet beaucoup de choses en perspective. Donc j'ai à la fois été surprise et pas surprise parce que j'ai deviné un petit peu. Mais franchement, voilà, je me suis laissée porter par la plume de Kate Morton et je pense très sincèrement que j'en lirai d'autres, en papier ou en audio, peu importe, mais je pense que j'en lirai d'autres parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Ensuite, j'ai lu cette belle bricasse, Émissaire des morts d'Adam Troy Castro, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est le tome 1 des enquêtes d'Andrea Corte. Alors, Andrea Corte, c'est une jeune femme qui a survécu à un immense génocide dans son enfance. Elle est à la fois victime et bourreau de ce génocide. On apprend très très rapidement, c'est vraiment tout au début, qu'il s'est passé quelque chose sur la planète où elle vivait qui a poussé l'intégralité de ses habitants à s'entretuer. Donc, toutes les personnes d'une même famille qui s'adoraient, qui s'aimaient beaucoup, eh ben, ils ont été pris comme un coup de folie et ils se sont tous entretués. Et Andrea a été une des seules survivantes de cette tragédie. Et elle a été, comme elle était un petit peu orpheline, elle a été vendue au corps diplomatique qui l'a pris sous son aile et qui l'a, pour ainsi dire, voilà, pris sa vie en dédommagement, si on peut dire. Et du coup, elle est maintenant procureure générale pour le corps diplomatique et elle va enquêter sur différents mondes de cet univers quand il y a des assassinats, des meurtres. Donc, elle joue le rôle d'avocat général ou de procureur général. Au début de ce livre, on a un petit mot de Gilles Dumay, qui est le directeur d'Albin Michel Imaginaire, qui nous explique qu'au tout début, avant le premier tome en tant que tel, il y a 4 nouvelles mettant en scène Andrea Corte, et il nous conseille de lire ces nouvelles avant d'attaquer Émissaire des morts afin de comprendre
toute la complexité du personnage d'Andrea Corte avant d'entamer la lecture d'Émissaire des morts. J'ai donc suivi le conseil de Gilles Dumais, j'ai lu les nouvelles que j'ai trouvées particulièrement intéressantes, très bien ficelées, et effectivement, quand on commence Émissaire des morts, on comprend quelle est la psychologie, comment Andrea Corte en est venue à être ce qu'elle est et à penser ce qu'elle pense. Et donc, dans Émissaire des morts, elle est envoyée sur la planète de 111 car il y a eu 2 meurtres d'humains, pour le coup assez étranges. Et donc, elle va enquêter là-dessus. J'ai beaucoup apprécié les nouvelles. En revanche, j'ai trouvé Émissaire des morts extrêmement mou. Alors, ça n'engage que moi. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Andrea Corte qui m'a beaucoup fait penser à celui d'Ellen Grace dans la saga de M.J.R. Leach. C'est un personnage féminin froid qui ne pousse pas à l'amitié de prime abord. Elle fait absolument tout pour ne pas être aimée. Voilà, elle fait son boulot de manière absolument froide, calculée, à la manière d'un robot. Et je crois même que, voilà, Ellen Grace, elle fait office de clown, hein, quand même. Hein. Elle est vraiment extrêmement glaçante, cette jeune femme. Mais au fur et à mesure d'Émissaire des morts, on croit quand même apercevoir quelques petites fêlures. L'enquête m'a absolument pas transcendée. J'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé ça lent. En revanche, l'univers qui est décrit dans le roman est extrêmement intéressant, extrêmement riche, mais l'enquête ne m'a pas passionnée. Alors, je me pose la question de savoir si je vais continuer le tome 2 et le tome 3. Alors, le tome 2, c'est la 3e griffe de Dieu, et le tome 3, c'est la guerre des marionnettes, si mes souvenirs sont bons. Donc, si vous avez lu la trilogie Andrea Corte, dites-moi en commentaire si ça vaut vraiment le coup que je continue le tome 2 et le tome 3. Parce que là, franchement, j'avoue que je suis un petit peu mitigée. Même si le personnage d'Andrea Corte m'a beaucoup intéressée, j'ai trouvé l'enquête molle et lente. Et voilà, ça m'a pas transcendée. Et c'est en ça que cette lecture est un petit peu mitigée, alors que j'avais lu vraiment beaucoup de très très bons retours sur cette trilogie. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je dois poursuivre ou non cette trilogie. Ensuite, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait le challenge « Je soutiens les Louves du Polar » au mois de mars, organisé par Anthony des Chroniques du Polar. C'est très simple, les Louves du Polar, c'est un collectif d'autrices de thrillers et polars français qui vise à promouvoir les écrits et les femmes de thriller qui tendent à démontrer que les femmes sont tout aussi capables d'écrire des thrillers et des polars aussi bien que leurs homologues masculins. Et donc l'année dernière, j'avais fait le challenge « Je soutiens les Louves du Polar ». Cette année, Anthony a décidé de récidiver ce challenge, j'y participe. Et j'ai donc lu en lecture commune avec Cathy Boukine sur Instagram, Jeu de peau d'Anouk Schutterberg, publié aux éditions Pocket. Rappelez-vous, j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps La Nuit des Fous, qui est le 3e polar d'Anouk Schutterberg, que j'avais surkiffé, ça a été un énorme coup de cœur. Et ici, dans Jeu de peau, on retrouve le personnage du commandant Jourdain dans sa première enquête. Alors ici, on ouvre le roman sur une future vente aux enchères qui va avoir lieu dans la grande et célèbre salle de vente aux enchères de Sotheby's à Paris. Alors je prononce certainement très mal, mais j'ai un accent anglais à couper au couteau. Et cette vente aux enchères exceptionnelle, c'est une vente d'œuvres d'art un peu particulière, car il s'agit de peaux humaines qui sont tatouées, qui ont été réalisées par un jeune artiste qui a le vent en poupe
qui a une excellente cote et qui est dont les frasques sont relayées sur tous les réseaux sociaux et sur tous les tabloïds. Et du coup, avant que cette vente aux enchères ait lieu, on a demandé à la police de déterminer si ces pots avaient été retirés sur des personnes vivantes ou sur des cadavres. Et donc voir s'il n'y a pas une enquête criminelle associée à ces pots. Donc, le commandant Jourdan et son adjoint Lucie Bruneval vont enquêter là-dessus et très vite, ils se doutent que ces pots sont vraiment l'arbre qui cache la forêt, qu'il se passe, qu'il y a quelque chose d'extrêmement douteux, d'extrêmement malsain derrière ces œuvres d'art. Et l'enquête est là, il n'arrive à prouver absolument rien, et donc la vente aux enchères a lieu. Et c'est là que les problèmes vont commencer, car une fois cette vente aux enchères effectuée, il va y avoir un certain nombre de cadavres qui vont pleuvoir en lien avec cette vente aux enchères. Et donc, le commandant Jourdain et son équipe vont enquêter et ils vont avoir de plus en plus cette détermination que tout est parti de cette vente aux enchères et que toute cette affaire pue du cul, hein, tout simplement. On ne peut pas dire les choses autrement, ça pue du fion. Voilà. Alors, dans ce roman, j'ai trouvé le personnage du commandant Jourdain aux antipodes, complètement aux antipodes du personnage dont j'ai fait la découverte dans La Nuit des Fous. Alors, il faut bien comprendre que dans La Nuit des Fous, c'est le 3e tome. Hein, c'est le 3e tome des enquêtes de ce commissaire. Donc, effectivement, il s'est passé un certain nombre de choses dans le tome 1 et dans le tome 2. Mais là, dans le tome 1, on le découvre vraiment... c'est pas du tout le même personnage que dans La Nuit des Fous. Et comment vous dire que... il m'a profondément déçu. Je le préfère largement tel qu'il est dans le tome 3 que maintenant. Il est fort en gueule, il est très charismatique. Bon, il l'est toujours, hein, peu ou prou dans La Nuit des Fous, mais à un degré un petit peu différent. Ici, j'ai eu du mal avec lui. Dans sa façon d'être. Son adjointe, Lucie, j'ai eu du mal à m'attacher à elle, beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait que j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à elle. Elle fait quelque chose dans ce roman qui m'a fait lever les yeux au ciel. Elle dit, ma cocotte, tu t'en vas dans des emmerdes, mais puissance 1000, quoi. Mais elle y va quand même. Donc, ça m'a un peu fait lever les yeux au ciel. Et j'ai pas trouvé l'enquête transcendante. Il y a beaucoup d'alternance entre le passé et le présent. Alors, ce qui se passe dans le passé explique peu ou prou un certain nombre de choses. Mais c'est peut-être le découpage chronologique qui m'a un petit peu gênée. Et je crois que ça a été la même chose pour Cathy, d'ailleurs. Et je suis restée un petit peu mitigée sur cette enquête. Et puis la fin, je me suis dit, merde, tout ça pour ça. La révélation, elle arrive comme ça, de manière un peu précipitée. Et la fin, je me suis dit, waouh, tout ça pour ça. Bon, donc voilà. Je trouve que cette première enquête elle souffre de beaucoup de petites choses qui ne vont pas. Mais choses que je n'ai pas vraiment, plus du tout trouvé dans le tome 3. Donc j'ai peut-être eu le malheur de commencer par la fin. Quand je vous dis des fois que c'est bien quand on commence une saga de commencer par le début pour avoir vraiment toute la chronologie et toute l'évolution de la psychologie des personnages, et ben là je trouve que c'est vraiment
c'est vraiment le cas ici. Donc, je vous conseille vraiment, si vous voulez découvrir la plume d'Anouk Schutterberg, c'est de commencer par le début, de commencer par Jeu de peau, de poursuivre par Bestial et de finir par La Nuit des Fous, parce qu'on voit vraiment l'évolution de la plume de l'autrice. Donc maintenant, il me reste à lire Bestial. Je vais pas tarder à le lire parce que là, franchement, à la fin de Jeu de peau, eh ben, j'ai été frustrée et je pense qu'il me manque un maillon de la chaîne. Et ce maillon, je pense très sincèrement qu'il est dans Bestial. Mais voilà, il y a des bonnes choses dans ce roman, il y a des choses qui m'ont moins convaincue. Donc je vous laisse découvrir Jeu de peau et la plume d'Anouk Schutterberg. Enfin, je vais terminer avec le dernier livre audio que j'ai écouté la semaine dernière. Il s'agit de La libraire de la Place aux Herbes d'Éric de Kermel, publié aux éditions Erol. J'ai eu l'opportunité d'écouter ce livre audio grâce à la plateforme NetGalley. Donc, je remercie infiniment d'ailleurs pour cette opportunité. Je conseille vraiment la lecture, que ce soit audio ou papier, de ce roman, car c'est une véritable bouffée d'air frais. C'est une véritable déclaration d'amour au livre. Ça va énormément parler à tous les amoureux des livres et je sais qu'ils sont quelque part un petit peu nombreux à me suivre sur cette chaîne. Franchement, c'est vraiment une bouffée d'air frais. On découvre Nathalie, qui est une ancienne prof de lettres, qui un jour décide d'arrêter sa carrière de prof et de racheter la librairie de son village, qui est à vendre, sur la fameuse Place aux Herbes à Uzès, dans le sud de la France. Et elle va kiffer son nouveau rôle de libraire. Elle adore se plonger dans les livres, elle adore déballer tous les lundis matins les cartons de livres qui sont arrivés des différents distributeurs et maisons d'édition pour les proposer à ses clients. Elle adore lire les nouvelles nouveautés et aussi, et surtout, elle adore conseiller des romans à ses clients. Et donc, dans ce roman, on va suivre plusieurs personnages, plusieurs clients de cette librairie qui ont tous une histoire personnelle différente. On va apprendre à les connaître et Nathalie va leur conseiller un certain nombre de livres qui vont les aider à surmonter un deuil, l'autre à surmonter un handicap, à pardonner, à dire les choses à des personnes que l'on aime et que l'on ne sait pas spécialement dire avec des mots. Nathalie va nous apprendre que les livres peuvent nous permettre de communiquer avec notre entourage par-delà les mots, par-delà le message que certains romans font passer. Et j'ai trouvé ça absolument beau, absolument touchant. Il y a vraiment des histoires qui touchent plus que d'autres, qui sont extrêmement émouvantes, qui m'ont beaucoup touchée. On sent vraiment que l'auteur a un amour profond des livres. Il y a beaucoup de titres de livres, il y en a certains que j'ai lus, certains que j'ai envie de découvrir parce que Nathalie elle-même m'a donné envie de découvrir ces romans. Elle parle de Barbara Kingsolver, autrice qui est à l'origine de mon pseudo, dont je vous ai parlé dans la vidéo FAQ de la semaine dernière. Enfin bref, elle a vraiment parlé d'un certain nombre de romans. Il y en a vraiment beaucoup, je ne peux pas vous les citer tous. Je vous encourage vivement à les découvrir. Mais en tout cas, si vous aimez les livres, si vous êtes des amoureux des livres, comme beaucoup sur cette chaîne, et comme moi la première, eh bien je vous conseille vraiment La libraire de la Place aux Herbes. Vous allez découvrir beaucoup de choses et je pense que vous allez découvrir de nouvelles pépites littéraires. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous-même vous avez lu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Il est temps que j'arrête cette vidéo car
le cerveau ne suit pas la parole. Je vous souhaite une très très bonne semaine, de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!